Je reviens à votre Madame Diversité, Monsieur Bien-être. Quel est leur travail? Quelle est leur marge de manœuvre? Est-ce qu'il s'agit de faire de la pédagogie auprès de la hiérarchie, des cadres intermédiaires, et puis d'essayer de faire bouger les choses? Ou est-ce qu'ils ont des leviers? Alors, vous savez, on est une entreprise américaine, hein, donc comme dans tout, il y a des instruments de mesure. C'est-à-dire que la bonne intention, ça ne suffit pas. Donc, on leur demande à la fois de... Bon, d'abord, il y a des directives qui sont des lignes de conduite de l'entreprise qu'il faut mettre en place. Mais il y a surtout beaucoup de consultations, d'organisations, de panels qui sont faits à l'intérieur de l'entreprise pour faire remonter les bonnes idées et les bonnes pratiques. Et l'un des points, c'était qu'il fallait que nous-mêmes, on consomme moins d'énergie, on fasse moins d'émissions de CO2. On s'est engagé à réduire de 20% notre consommation d'eau. Et sur le site de Belfort, on a fait toute une opération de chasse au gaspillage. On parlait de GE, entreprise américaine. Vous pensez que les entreprises françaises ont pris le train en marche ou sont de réelles locomotives actuellement sur ces dossiers-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de progrès à faire? Très honnêtement, il y a quelques années, quand l'entreprise General Electric a lancé toutes les initiatives de diversité, on était un peu les pionniers. Aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises françaises et de petites entreprises françaises nous ont très très largement rattrapés. D'ailleurs, on fait beaucoup d'échanges de bonnes pratiques. On écoute beaucoup ce qui se fait dans d'autres entreprises comme AXA, comme EDF, etc. Parce qu'on n'a évidemment pas la science infuse et il y a de très très bonnes idées qui sont mises en place en France. Moi, j'aurais juste un regret, mais qui n'est pas lié à la motivation des chefs d'entreprise, c'est qu'on est très souvent en France dans le mythe. Et donc on a le mythe de l'égalité des chances, on a le mythe de libre accès à l'école, etc. Et donc quelquefois on refuse de voir la réalité en face. Et étant française et travaillant dans un groupe américain, la combinaison des deux fait qu'on arrive à avoir quelque chose d'optimal, parce que les Américains vous mettent face à votre réalité, vous disent bah, d'accord, tu dis ça, mais dans les faits, c'est quoi? Et je pense que cette approche extrêmement concrète, qui veut voir les résultats plutôt que de croire aux idées, nous aide beaucoup à finalement stimule notre créativité naturelle de Français, parce que nous, les Français, nous, on est très créatifs, mais on ne va pas forcément tout au bout du process, et cette combinaison des deux fait que je pense que l'intelligence française s'épanouit très bien dans une entreprise de culture américaine. Est-ce que vous ne craignez pas peut-être que ces bonnes pratiques que vous décrivez à l'instant soient un petit peu perturbées, écornées par les turbulences économiques qu'on connaît? Enfin bon, il y a peut-être des priorités après. Alors vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a une très forte tentation à se dire je reviens aux choses élémentaires, il faut que je sauve mon entreprise. Ce que je peux vous dire, c'est que lors de la réunion des patrons de l'entreprise qui a eu lieu aux États-Unis au mois de janvier, le principal message de Jeff Immelt, ça a été tout ce qui tourne autour de la déontologie, de la réputation, de la diversité et de l'environnement. C'était pas faites vos chiffres absolument, on doit répondre aux analystes. Non, c'est dans une période troublée, la seule chose qui tienne la route et sur lequel on doit être absolument sans merci, c'est les valeurs que nous, on appellerait les valeurs d'honnêteté, de fiabilité, de crédibilité. Parce que dans une époque où, il faut qu'on le reconnaisse, personne n'a vu la crise venir, et les banquiers, les grandes entreprises comme les nôtres, on est les premières accusées de ne pas avoir su manager, de faire la gouvernance, d'organiser la gouvernance pour que cette crise n'arrive pas. Et il y a sans doute une partie de vrai, mais c'est justement dans ces périodes-là que les valeurs d'éthique sont les plus importantes. Puis j'ajouterai un point qui est très important, c'est que aujourd'hui, une entreprise, après la guerre, elle s'appuyait sur le fait qu'il lui fallait du capital, il lui fallait des gens sérieux qu'elle payait bien, il lui fallait de l'innovation et elle pouvait vivre sur une innovation technologique qui durait 25 ans. Puis avec ces trois piliers, elle faisait sa croissance, elle la faisait de façon durable. On est dans un monde totalement différent.
Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un fils de 12 ans qui va au cinéma, qui voit un film qui ne lui plaît pas, et sur Facebook, il crée avec ses copains un réseau qui, au bout de 3 jours, est de 7000 personnes qui disent « N'allez pas voir ce film ». Comment vous faites? Si vous n'êtes pas inséré dans la société, si vous ne comprenez pas le monde dans lequel vous vivez, vous avez des valeurs d'éthique qui sont extrêmement fortes. Je prendrai un dernier exemple, et ça, dans le domaine dans le domaine médical, puisque nous, on est très important dans le domaine médical, on fabrique des mammographes, des appareils cardiovasculaires en France. On a un centre de recherche de 500 personnes en France. On fabrique évidemment tous les scanners et les IRM pour le monde médical. Mais vous prenez une entreprise pharmaceutique aujourd'hui qui sort ce qu'on appelait un blockbuster, elle ne peut pas se permettre de ne pas le rendre disponible aux pays pauvres. Et c'est très bien. Sauf que son économie change radicalement puisqu'elle vivait avec des recettes très importantes sur ce médicament qui lui permettait de générer la recette future. C'est-à-dire que l'innovation, elle est au cœur, elle est encore plus importante qu'elle l'était avant, puisque vous avez tous des téléphones portables dans votre poche, mais s'il a plus de 6 mois, vous estimez qu'il est déjà ancien. Donc l'innovation, elle est encore plus importante, mais elle ne vous assure pas de la pérennité de votre entreprise. Donc les valeurs d'éthique et de réseau sont extrêmement importantes pour construire le futur et puis de capter ce qui se passe. Dernière question, et ça intéressera donc les lauréats qu'on va distinguer tout à l'heure, qui sont là, dans la salle. Est-ce que ce qui est valable pour un grand groupe de 38 000 salariés, fut-il américain, sur ces notions d'éthique, de diversité, est-ce que c'est valable aussi pour les plus petites entreprises, pour les créateurs qui ont aussi peut-être d'autres soucis? Qu'est-ce que vous avez comme message ultime à transmettre à nos lauréats ce soir? Il y a des choses très très fortes qui ont été dites tout à l'heure, mais il y en a une que je retiendrai, c'est que dans le choix qui a été fait des lauréats de ce soir, il y avait avant tout la valeur humaine, c'est-à-dire la personne. Il y avait bien sûr le projet d'entreprise, l'évaluation de son tableau de bord, le secteur dans lequel il était, etc. Mais vous avez été choisi sur ce que vous êtes. Et ça vaut, je pense, pour vos collaborateurs. Donc moi j'aurais un message, c'est que l'éthique, ça n'est pas un luxe. Quand je dis et quand on parle d'éthique, ça couvre évidemment beaucoup de choses, mais je pense que ce qui a été dit sur les valeurs de courage, d'audace et d'esprit d'équipe sont essentielles. Si j'avais un conseil à vous donner, parce que je crois que c'est quelque chose on a une foultitude de très bons chefs d'entreprise en France, mais il y a une chose que j'ai apprise du fait d'être dans un groupe américain, c'est peut-être d'apprendre les clés de ce qu'on appelle le leadership. Et qu'est-ce que c'est que le leadership? C'est au fond de comprendre chez vos collaborateurs que vous ne recrutez pas simplement quelqu'un qui va être un très bon comptable ou qui va être un très bon expert dans un domaine qui est important pour vous, mais de savoir quel est vraiment ce qui le motive. Et je vais terminer par ça. Moi, je sais que je donne beaucoup de cours sur le leadership parce que comme je suis une femme et chef d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup. Donc on nous sollicite souvent pour venir devant des parterres d'HEC ou de master avec des gens extrêmement brillants. Et la conclusion, c'est toujours il faut que vous sachiez exactement ce que vous allez faire et que vous allez construire votre carrière à partir de ce que vous savez que vous allez faire. Et moi, je me dis toujours que si j'avais bénéficié de ce cours, je me serais sentie totalement exclue parce que j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire. Et je ne suis pas sûre de savoir ce que je veux faire demain. Ce que je sais simplement, c'est que ce que je fais aujourd'hui me plaît. Et quand j'avais 18 ans, il y avait 3 choses qui me plaisaient et que j'aimais, qui n'avaient rien à voir avec la vie professionnelle. C'était que j'avais envie d'apprendre tous les jours, j'avais envie de voyager et j'avais envie de créer une famille. Et quand je regarde le parcours que j'ai fait pendant mes 25 ans de carrière, dans tous les métiers que j'ai faits, ces 3 composantes étaient réalisées. Et c'est quelque chose de très important qu'il faut que vous testiez toujours avec vos équipes autour de vous, parce que le malaise vient souvent de l'incompréhension de la motivation réelle des gens avec lesquels vous travaillez. Madame Claire, merci.